De recevoir dans notre émission Monsieur Pierre Douat, docteur en médecine, qui a sorti en janvier 2017 un ouvrage aux éditions Marsan sur tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France et que l'on vous a caché. Bonjour Monsieur Douat. Bonjour. Alors c'est un ouvrage qui est riche effectivement d'énigmes de à peu près 2 siècles d'historiographie que vous avez puisé dans une cinquantaine d'ouvrages. 350. 350, exactement. Et bien oui, plus que je ne le pensais. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous a incité à écrire ce livre qui est véritablement très riche en faits historiques ? Bon, j'étais pas parti du tout pour écrire un livre comme ça. Au départ, le livre devait s'appeler « Faut-il avoir honte d'être français ?» Et je voulais faire ça à partir de l'historiographie conventionnelle, pas à partir des livres. Et quand j'ai commencé mon livre, je me suis aperçu que les explications qu'on nous donnait n'étaient pas suffisantes. Donc j'ai dû approfondir, j'ai dû faire des recherches pour trouver les véritables explications. Et c'est là que j'ai trouvé, je me suis aperçu qu'il fallait refaire le livre. Il fallait refaire l'histoire, j'ai dû refaire 200 ans d'histoire, et donc j'ai dû changer le titre du livre. D'accord. Alors effectivement, c'est un livre, comme je le disais, qui est riche sur de nombreux thèmes. Vous parlez de l'esclavage, du colonialisme, la franc-maçonnerie, et puis vous parlez également du thème qu'on va aborder aujourd'hui, ce qu'on vous cache sur l'Europe. Donc effectivement, là, vous partez pratiquement de l'époque napoléonienne à aujourd'hui pour nous expliquer l'évolution historique, économique également, de ce qui s'est passé en Europe. Alors, effectivement, si on part de l'époque napoléonienne, c'est effectivement intéressant parce que on se rend compte que certains parallèles peuvent être faits par rapport au libre-échange ou par rapport au protectionnisme. Et vous expliquez dans votre ouvrage que dans ces années, début d'année 1800, les Anglais avaient exigé de la France un protectionnisme et que... Non, le libre-échange. Le libre-échange, pardon, au contraire, Napoléon voulait, lui, au contraire, s'orienter sur un protectionnisme à la française qui a permis finalement de développer le secteur industriel de la France. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce passage de l'histoire? Oui, alors en fait ça remonte pas du tout à Napoléon, ça remonte bien avant. Ça remonte à la Révolution française. Déjà sous la Révolution, les Girondins prohibaient les produits anglais. Ça remonte aux Girondins en 1792. Les Anglais ont renversé tous les gouvernements français. Alors ça c'est ce que j'explique dans mon premier chapitre du livre. Les services secrets anglais ont renversé tous les gouvernements français. Ils ont renversé les Girondins parce que justement les Girondins pratiquaient la prohibition des produits anglais. Ils ont renversé les montagnards parce que les montagnards le faisaient aussi. Ils ont renversé le directoire parce que le directoire le faisait aussi. Et le coup d'État du 18 Brumaire de Bonaparte a été financé par l'Angleterre. J'ai le nom du banquier, c'était le banquier Perregaux, qui était un agent de l'Angleterre et qui a financé le coup d'État. Et d'ailleurs, quand Bonaparte a quitté l'Égypte pour aller faire son coup d'État, eh bien, il est parti avec l'accord des Anglais. Ça a été négocié avec l'amiral Sidney Smith, qui a négocié le départ de Bonaparte pour aller faire le coup d'État en France. Parce que les Anglais espéraient avoir un traité de libre-échange avec Bonaparte. Ils espéraient, donc ils ont aidé Bonaparte à faire son coup d'État. Et lorsque Bonaparte a fait son coup d'État, eh bien, les Anglais ont été déçus parce que Bonaparte a continué à prohiber les produits anglais. Donc les Anglais ont proposé le traité de libre-échange à Bonaparte, qu'il a refusé. Il a refusé le traité de libre-échange, et c'est ça qui a déclenché la guerre avec les Anglais. Et donc les Anglais ont financé la coalition contre la France, et on dit toujours que c'est Bonaparte qui a déclenché la guerre, c'est pas vrai, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais qui ont commis les premières provocations, parce qu'il n'y avait pas de traité de libre-échange. Et c'est pour ça que Bonaparte a eu la guerre pendant 15 ans avec les Anglais, à cause du protectionnisme qui était, enfin, de la prohibition des produits anglais. Et en 1806, ce qui s'est passé, c'est que les Anglais ont organisé un blocus des côtes françaises. C'est-à-dire les navires anglais sont allés bloquer les côtes françaises jusqu'en Allemagne, jusque sur les côtes allemandes, pour empêcher les bateaux français de quitter le territoire français.
Et c'est là que Bonaparte enfin, c'était Napoléon, il était empereur à cette époque-là. Napoléon a répliqué en faisant le blocus continental. Alors qu'est-ce que c'était que le blocus continental? C'était que les navires anglais étaient interdits de côte française. Ils étaient interdits d'accoster sur les côtes françaises. Donc toutes les côtes françaises ont été bloquées, et toutes les côtes, non seulement les françaises, mais toutes les côtes européennes, c'est-à-dire jusqu'à la Russie. Jusqu'à la Russie et jusqu'à l'Espagne, jusqu'en Italie, toute la Méditerranée a été interdite aux navires anglais. Donc c'est une espèce de protectionnisme qui a été pratiqué par Bonaparte et qui finalement a été très bénéfique. Tout à fait. Alors d'ailleurs, vous l'indiquez dans votre ouvrage, c'est que vous dites que finalement, ce protectionnisme a contribué au développement de l'industrie française. Donc vous avez probablement appuyé cette remarque sur des documents qui ont été mis en votre possession. Oui, tout à fait, oui. Oui. Et moi, je m'interrogeais de savoir en fait si aujourd'hui on pourrait faire un parallèle entre ce libre-échange ou le libre-échangisme qui nous est imposé, et puis ce protectionnisme intelligent qui est prôné par certains personnages politiques, et de savoir si on pourrait aujourd'hui avoir le même effet de levier sur la réindustrialisation de notre pays, qui souffre effectivement d'une désertification industrielle depuis quand même déjà au moins 2 décennies. Oui, je voulais d'abord donner des détails parce que je n'ai pas fini mon explication. Le blocus continental a permis non seulement à la France de se développer. Il faut savoir qu'à l'époque, la production, l'industrie, c'était essentiellement le textile. L'essentiel de l'industrie, c'était le textile, et l'industrie textile française a quadruplé en quelques années, grâce au blocus. Le blocus n'a duré que 4 ans. Eh bien, l'industrie textile a quadruplé en 4 ans. C'est assez extraordinaire. En effet. Et tous les autres pays, l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, est devenue une puissance industrielle à cette époque. C'est à ce moment-là que l'Allemagne s'est éveillée. L'Espagne aussi, la Belgique aussi, tous ces pays doivent beaucoup au blocus de Napoléon. Et même les États-Unis. Oui. Il faut savoir que les États-Unis avaient été recolonisés. Les Français avaient donné l'indépendance aux États-Unis, mais les Anglais avaient recolonisé les États-Unis. Parce que les Anglais avaient installé les Anglais faisaient du commerce de toile, de tissu. De textile, hein. On est toujours dans l'industrie du textile, c'était le textile. Les Anglais achetaient leur toile en Inde et eux-mêmes en fabriquaient. Ils avaient des nouveaux métiers à tisser, ils fabriquaient, c'était des usines en fait, des fabriques, et ils vendaient ça dans toute l'Europe et aux États-Unis. Et donc les Américains ne pouvaient rien faire sans être concurrencés par les produits anglais qui étaient beaucoup moins chers, 30% moins chers. Et les États-Unis avaient été totalement recolonisés par l'Angleterre. Et lorsque Bonaparte a fait son blocus, eh bien, il a autorisé les navires américains à accoster en France. Donc les seuls navires qui accostaient en France, c'était les navires américains. Et c'est ça qui a permis aux États-Unis de devenir la grande puissance industrielle qu'ils sont devenus. Grâce à ce blocus. Oui, grâce à ce blocus. Tous les historiens dénigrent ce blocus, mais ils ont tort. Ça a été très enrichissant, non seulement pour l'Europe, mais pour la Russie et pour les États-Unis. Oui, tout à fait, parce que souvent on oublie en matière de géopolitique de parler de la Russie, mais la Russie est sur le continent et il faut effectivement... La Russie était aussi colonisée par les Anglais à l'époque. Oui, c'était pareil, un peu comme les États-Unis. Alors oui, vous m'avez posé une question tout à l'heure sur le parallèle avec ce qui se passe de nos jours. Bon, c'est très difficile à dire parce qu'on n'est pas du tout dans le même contexte. Il y a le dollar, il y a le règne du dollar. Là, on est confronté au règne du dollar et on n'est pas trop dans le même contexte. Il y a une tyrannie américaine qui oblige les pays à utiliser le dollar et qui interdisent de dollars tous les récalcitrants. Tout ça, ça tient un coup de canon, et on fait des guerres à droite et à gauche, donc les pays n'ont plus la liberté de faire ce qu'ils faisaient comme ils faisaient à l'époque, mais c'est sûr que quand on parle d'un protectionnisme, ça fait rêver. Si on pense à une industrie française qui quadruple en 4 ans, ça fait rêver. Ça fait rêver. Mais on n'est pas sûr du résultat, en effet. On n'est pas sûr du résultat parce qu'on serait vraiment dans un état de guerre. On est déjà dans un état de guerre économique, ça il faut le reconnaître. Oui. On a accepté notre situation de dominer par rapport aux États-Unis.
Mais bon, c'est sûr que si on se rebiffe, il y en a quelques-uns qui se sont rebiffés. Bon, on a l'arme nucléaire, c'est vrai. Les Russes l'ont aussi. C'est pour ça que moi je pense que l'alliance franco-russe est importante pour si la France veut se rebiffer, il faut pas le faire tout seul. Tout à fait. Il faut pas le faire tout seul. Tout à fait. Effectivement, cette alliance franco-russe. Parce que le protectionnisme, ça coûte cher. Il faut en payer les frais. Et les Français sont dorlotés. Ils ont tout leur petit confort. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils sont pas très patriotes. Et si un jour on leur dit, bon, ben écoutez, vos frigos, vous allez les payer 50% plus cher, vos télés aussi, vos voitures, vous pourrez plus acheter des BMW, ni des Mercedes, ni des 4x4, ils vont peut-être pas suivre le mouvement. Alors ce serait bien qu'on ait des élites patriotes, mais ce serait bien aussi que les Français soient un petit peu patriotes aussi, et qu'ils acceptent, je ne sais pas si les Français sont prêts à accepter de souffrir comme souffrent les Russes. Oui, tout à fait. Eux sont prêts à l'accepter, mais nous, je ne sais pas. On peut se poser effectivement la question. Bon, on peut dire aussi qu'aujourd'hui, certaines catégories de Français souffrent du fait de ce libre-échangisme, hein, bien évidemment. Mais effectivement, on ne peut pas savoir quel serait le degré de souffrance dans un cas où on déciderait de fermer les frontières, ou en tout cas sur certains produits ou certaines familles de produits, et par rapport à la situation d'aujourd'hui. De se lancer dans une guerre économique ouverte, parce qu'aujourd'hui, effectivement, d'ailleurs, dans votre ouvrage, vous le citez parfaitement, c'est que François Mitterrand avait reconnu sur la fin de son règne qu'effectivement, nous étions rentrés dans une guerre qui nous était menée par les États-Unis. Non, on y est depuis 100 ans. Mais on y est depuis bien plus. On est en guerre économique avec les États-Unis depuis une centaine d'années, depuis la guerre de 14, depuis la fin de la guerre de 14. Sauf que François Mitterrand, effectivement, ne l'a reconnu que sur la fin de son règne, hein, tout à fait. Oui, disons c'était pas un historien, Mitterrand, c'était un littéraire. De Gaulle était historien. Oui. De Gaulle le savait, De Gaulle l'a dit dans ses mémoires. Mais Mitterrand était un littéraire. Alors lui, il a parlé de ce qu'il a vécu. Oui. En fait, bien évidemment, le président Mitterrand avait été conseiller à l'époque de Maastricht. Hein. Donc, a-t-il été mal conseillé? Il était président à l'époque. A-t-il mal apprécié la situation? Ou était-il préoccupé par la réunification des deux Allemagnes? Voilà, en tout cas, c'est l'histoire. Hein, voilà, Mitterrand, oui, vous voulez qu'on parle de Maastricht? On peut parler de Maastricht parce qu'effectivement, ça fait partie des grands sujets qui jalonnent votre ouvrage. Oui, alors si on parle de Maastricht, on ne peut pas parler de Maastricht si on ne parle pas de l'acte unique européen en 86. L'acte unique européen, ça a été un coup d'État. Ça a été un coup d'État. Hein. Personne n'a vu, mais c'était un coup d'État qui a été fait par la Commission européenne. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à cette époque-là, c'était le Conseil européen qui dirigeait les affaires. Le Conseil européen, c'était les présidents et les premiers ministres des pays d'Europe. C'était eux qui prenaient les décisions. On avait une Europe des nations jusqu'en 86. Et on avait le droit de veto, c'est-à-dire que dès qu'un pays comme la France voulait refuser quelque chose, il opposait son veto et on ne le faisait pas. Donc on était souverain. Une Europe des nations qui était chère au général de Gaulle. Et ce qui s'est passé en 86, c'est qu'il y a un groupe d'influence qui s'appelle le Kissinger Associates, que personne ne connaît. C'est un groupe qui a été financé par la banque Goldman Sachs. Et deux de ses adhérents, dont je ne citerai pas le nom, dont les noms sont dans mon livre, ces gens-là sont allés faire du chantage, ils ont créé un lobby qui s'appelait l'ERT, Round Table. C'est un lobby industriel européen, d'industriels européens qui sont allés faire du chantage auprès des dirigeants européens, en exigeant justement qu'ils cèdent leur pouvoir à la Commission européenne, en cas de refus, ils étaient menacés l'ERT menaçait de délocaliser. Il y avait une menace de délocalisation. Il y avait une menace de délocalisation et les dirigeants européens ont cédé. Ils ont cédé, ils ont donné tous les pouvoirs à la Commission européenne. Ça, c'était en 86. Et la Commission européenne, bon, mais ce sont des non-élus.
Ça, c'est pas du tout pareil, c'est pas le Conseil européen, ce sont des non-élus. Et là, en 86, moi j'appelle ça un putsch. On fait un chantage. Si vous ne donnez pas les pouvoirs à la Commission européenne, on délocalise. Et c'était un marché de dupes, parce qu'ils ont délocalisé quand même. Toutes les sociétés qui faisaient partie, la plupart des sociétés de l'ERT, du lobby, ont délocalisé quand même. Bien sûr. Les dirigeants ont eu tort de céder. Ils ont cédé, la Commission européenne a pris tous les pouvoirs. La Commission européenne, ce sont des non-élus. Ils ont pris tous les pouvoirs, mais ils n'ont pas su quoi en faire de ces pouvoirs. Ils n'ont pas su quoi en faire, parce que comment mettre d'accord 28 pays, 27 pays? Comment? C'est impossible. Tout à fait. Comment faire du protectionnisme avec 28 pays ou 27 pays? C'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Donc ces gens-là n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu diriger l'Europe, et ils ont été obligés de s'adresser à des experts, des comités d'experts, qui étaient infiltrés par les lobbies, par les industriels, par les banquiers, et ainsi que les lobbies américains, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Donc on a perdu tous les pouvoirs à ce moment-là. Et alors là, vous parlez de Maastricht. Maastricht, c'est un peu plus tard, c'est quelques années plus tard. C'est toujours avec Mitterrand. Et c'est toujours le même lobby qui est intervenu. C'est toujours le Kissinger Associates, financé par la banque Goldman Sachs. Les deux cadres du Kissinger Associates qui ont financé, qui ont organisé ce fameux lobby, le Round Table, ERT. Et l'autre qui s'appelait, alors j'ai le nom sur ma fiche. Effectivement, vous citez les deux noms dans votre ouvrage. Voilà, il y a l'autre lobby, c'est le... je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ces deux lobbies, c'était des lobbies qui militaient pour la monnaie unique. Tout à fait. Ils ont été... la Roundtable existe encore, le RT, mais l'autre a disparu. C'est un lobby qui a été créé uniquement pour faire accepter Maastricht. Et Maastricht a été accepté. Alors Maastricht, c'est la monnaie unique. Maastricht, c'est l'euro, la monnaie unique. C'est-à-dire que les États perdent leur souveraineté monétaire. Ils perdent leur souveraineté monétaire. C'est au moins aussi grave que l'acte unique européen, peut-être même plus. Enfin, moi, je dirais que c'est moins grave parce que l'acte unique européen, on a perdu les pouvoirs, on a perdu la souveraineté. À Maastricht, on a perdu la souveraineté monétaire. C'est très grave aussi. Oui, tout à fait. Et puis la souveraineté monétaire, donc perdre la maîtrise de sa monnaie, c'est effectivement perdre la possibilité d'ajuster les taux de change entre les différents pays. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'une monnaie doit refléter la santé économique d'un pays. Et quand on perd la possibilité de faire les ajustements, effectivement, ça pose voilà, le nom du lobby que j'ai oublié tout à l'heure, c'est l'AUME. Voilà, c'est ça. Vous citez AUME, je ne vous dirai pas ce que ça veut dire, mais M c'est monétaire, et puis après Union monétaire européenne. Ouais, ça veut dire. Voilà. Alors justement, puisqu'on évoque l'euro, vous évoquez dans votre ouvrage également une monnaie quasi-européenne qui avait été créée par Bonaparte en 1803 et qui a duré, je crois, 62 années. Est-ce qu'on peut dire que c'était en fait un peu un euro avant l'heure, ou ce qu'on appelle le franc germinal? Voilà, c'était le franc or. Là, on touche au problème de l'or, l'étalon or. C'était le franc or. Ça, c'est la politique française. Ça, c'est vraiment une politique franco-française, l'étalon or. C'est-à-dire que pendant la Révolution, il y avait eu l'assignat. L'assignat qui avait été introduit par les Anglais en France et qui avait ruiné notre économie. À mon avis, il a été introduit exprès pour ça, et par des agents anglais d'ailleurs. Et bon, le directoire tout de suite s'est aperçu que c'était ruineux et qu'il fallait arrêter tout ça. Donc ça a pris fin à peu près, je crois, à la fin du directoire. Et c'est Bonaparte qui a créé le franc germinal, qui était un franc or. C'est le fameux Napoléon. Vous savez, la pièce de 20 francs de Napoléon, 20 francs or. 20 francs or, tout à fait. Donc c'est une pièce qui a été, à l'époque de Napoléon, on l'a trouvée en Italie, on l'a trouvée en France, on l'a trouvée en Belgique, dans tous les pays qui étaient occupés par qui étaient annexés par la France. Mais c'est une pièce qui s'est diffusée un peu dans l'Europe entière par la suite. À partir de 1830, elle s'est diffusée. Cette pièce est diffusée dans beaucoup de pays européens, en Roumanie, en Serbie, je crois en Autriche, et même en Amérique du Sud. Même en Suisse aussi.
même en Amérique du Sud, au Brésil, au Pérou, en Argentine. J'ai pas tous les noms, mais au total, à son apogée, cette monnaie a rassemblé 50 pays. 50 pays. 50 pays. Alors c'était pas les mêmes pièces, mais elles avaient le même poids. C'était le même poids en or, la même valeur faciale. Et il y avait un règlement sur cette pièce, c'est-à-dire qu'on devait on devait en frapper un certain nombre par habitant. Chaque pays devait en frapper pas plus d'un certain nombre par habitant. Et cette monnaie était acceptée dans tous les pays. Ça servait de monnaie d'échange. C'est-à-dire le franc, le Napoléon était accepté en Argentine, il était accepté au Brésil. Et ça a servi à équilibrer, à donner un certain équilibre à l'économie mondiale à cette époque. Et il y a même eu un congrès qui a été organisé en 1867, je crois, sous Napoléon III, en France, à Paris, qui a rassemblé, je crois, 135 pays, et où il était question de faire de cette monnaie une monnaie mondiale, ou au moins européenne. Et ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas abouti parce que à cause de l'opposition des Britanniques et des Allemands. Effectivement, si ça avait abouti, on peut supposer que ça aurait apporté une grande stabilité au plan mondial. Est-ce qu'on peut expliquer peut-être Le franc or a tenu quand même jusqu'en 1927. Hein. Oui. Il s'est écroulé à cause de la guerre de 14, parce que tous les stocks d'or ont été vendus pour armer la France. Pour les efforts de guerre. Voilà. Et il a tenu quand même jusqu'en 1927. Oui. On peut peut-être préciser un petit peu ce que c'est que l'indexation sur l'or ou la convertibilité or d'une monnaie. En fait, hein, c'est simplement quand on a... Je vous laisse faire. Oui, par exemple, eh bien, en fait, c'est le fait que l'on puisse convertir sa monnaie par rapport à l'or, puisqu'on a pris comme référence les talons or, et c'est un petit peu ce qu'a fait à l'époque, par exemple, le général de Gaulle, quand il a exigé des États-Unis d'échanger ses dollars contre ses réserves d'or qui étaient stockées aux États-Unis. Alors, en fait, donc, c'est cette garantie en fait qui est donnée par rapport à une monnaie. Bon, alors là on va parler de Bretton Woods. Oui, c'est ça que vous voulez aborder, d'accord. Voilà, on arrive plus ou moins sur. On parle de l'or et de Bretton Woods. Alors c'est un gros morceau. Donc tout a commencé en 1944, à la fin de la guerre. À la fin de la guerre, il faut savoir que pendant la guerre, quand les Allemands ont envahi l'Europe, tous les pays avaient peur de se faire voler leur or. Donc ils sont allés cacher leur or aux États-Unis. Donc les États-Unis se sont retrouvés avec toutes les réserves d'or de l'Europe chez eux. Et donc c'est considérable. Ils se sont retrouvés avec les 2/3 de la réserve d'or mondiale chez eux. Et lorsque la guerre a été finie, eh bien, évidemment, les pays d'Europe étaient tentés de rapatrier leur or. Mais là, on leur a dit, mais non, attention, il y a les communistes, il y a les rouges. Maintenant, c'est les rouges qui vont vous envahir. Il y a eu la propagande de la guerre froide. C'était une propagande. Hein. On a fait peur aux gens, on a foutu la trouille à tout le monde, alors que les Russes n'ont jamais eu l'intention d'envahir l'Europe. C'est absolument faux. Donc on a fait peur à tout le monde, et du coup, la plupart des dirigeants se sont dit, bon, on va laisser notre or aux États-Unis pour ne pas se le faire voler par les rouges. Et du coup, tout l'or est resté aux États-Unis. Et les Américains nous ont dit, bon, écoutez, on va garder votre or, vous inquiétez pas, on va en prendre soin. Et puis c'est pas la peine de stocker de l'or, vous allez stocker du dollar. Vous allez utiliser le dollar comme monnaie d'échange. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez de l'or, on vous le change. Il y avait un cours, hein, on avait décidé un cours, je ne sais plus combien c'était, l'once d'or. Et le dollar était convertible en or, le cours était fixe, et il y avait une garantie là-dessus. Donc tous les pays ont accepté, y compris la France. C'était en 1944. Ce sont les accords de Bretton Woods. C'est-à-dire que tous les échanges internationaux étaient faits en dollars. On ne stockait plus d'or, on stockait du dollar. Alors, c'était pratique, parce que les Américains, eux, ils en fabriquaient du dollar. Les Européens, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ne pouvaient pas en fabriquer. Donc pour avoir du dollar, ils étaient obligés d'exporter. Donc chaque pays était obligé d'exporter pour avoir du dollar. Alors que les Américains, eux, ils avaient la planche à billets. Donc ce système était déjà très avantageux. Bon, ceci dit, le système aurait pu rester sain si les Américains avaient consommé autant que ce qu'ils produisaient.
Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu la guerre du Vietnam. Ils ont construit des gratte-ciel. On a vu comment ils construisent l'Amérique. Hein. Bon, ils ont dépensé beaucoup plus que ce qu'ils produisaient. Et évidemment, ils ont utilisé leur planche à billets pour compenser. Pour compenser, en fait, c'est de la fausse monnaie. Bon. Et De Gaulle a vu ça tout de suite. Enfin, il faut savoir que même avant De Gaulle, la France s'est rebiffée. Même avant De Gaulle, la France s'est rebiffée parce qu'à un moment donné, on s'est rapidement aperçu que les Américains n'auraient pas assez de réserves d'or pour changer tous ces dollars, tous les dollars qu'ils imprimaient. Donc il y a eu un accord. Il y a eu un accord entre les États-Unis et les pays européens. Et les États-Unis ont obtenu de tous les pays européens qu'ils renoncent à changer leur dollar en or aux États-Unis. Ils ont obtenu ça. Je ne sais pas comment ils ont fait. Hein. Sauf la France. Le seul pays qui a refusé, c'est la France. Oui. Mais ça marchait quand même. Le système marchait quand même parce que la France ne vendait pas trop de dollars. Ça a tenu jusqu'à De Gaulle. Quand De Gaulle est arrivé... Vous voulez dire quelque chose? Non, je vous en prie. Oui, quand De Gaulle est arrivé, là, De Gaulle a compris tout de suite, parce que en 58, De Gaulle a rétabli les talons or en France. De Gaulle a compris tout de suite que les Américains faisaient de la fausse monnaie. Et il a dénoncé, il a prononcé un discours contre le dollar. Il a accusé les Américains de s'endetter gratuitement grâce au dollar, grâce au système dollar. Et il a prôné un retour à l'étalon or. Et il a exigé que les Américains lui remboursent toutes ses réserves de dollars en or. Et non seulement ça, mais il a exigé que les réserves d'or qui avaient été stockées aux États-Unis pendant la guerre soient rapatriées en France. Tout à fait. Tout ça a été fait. Il a envoyé 2 navires de guerre pour aller chercher les lingots. Tout ça a été fait, mais c'est que ça a donné des idées aux autres. L'Angleterre a suivi. L'Angleterre a demandé remboursement, il y a d'autres pays qui ont suivi, et là on a vite vu que le dollar, les Américains n'allaient pas pouvoir payer tout ça. Et ça a tenu pendant quelques années. Là c'était en 65, ça c'était en 65, et je crois que c'est en 70 que Nixon a compris qu'il fallait arrêter ce système, et les États-Unis ont supprimé la convertibilité du dollar en or. Donc ils ont violé, là moi je dis qu'ils ont violé les accords de Bretton Woods. Parce qu'à Bretton Woods, ils avaient promis que le dollar serait convertible en or. Et là, il ne l'était plus du jour au lendemain. Parce que Nixon avait 2 solutions. Soit il arrêtait la guerre du Vietnam, soit il supprimait la convertibilité du dollar en or. Mais plutôt que d'arrêter la guerre du Vietnam, il a préféré supprimer la convertibilité du dollar en or. C'est un choix qu'il a fait et du coup, mais le problème, c'est que quand le dollar n'était plus convertible, il s'est mis à dégringoler. Bien sûr. Chères auditrices, chers auditeurs, nous recevons aujourd'hui Pierre Douat qui a écrit un ouvrage « Tout ce que vous auriez voulu savoir sur la France » et qu'on vous a toujours caché. Donc nous étions, Monsieur Douat, au stade où le président Nixon finalement décide de ne plus convertir les dollars en or. Oui. Donc on peut reprendre le cours de votre raisonnement. Voilà, donc le dollar n'est plus convertible en or. Évidemment, plus personne n'en veut. Plus personne n'en veut. Le dollar se met à dégringoler. Et il faut faire quelque chose, parce qu'un dollar qui dégringole... Donc les États-Unis ont trouvé une solution, c'est-à-dire qu'ils ont changé d'étalon. On a remplacé l'étalon or par l'étalon pétrole. On est allé voir les pays de l'OPEP, les Américains sont allés voir les pays de l'OPEP, ils leur ont fait une proposition. Ils leur ont dit, écoutez, vous allez quadrupler le prix du pétrole, et en échange, vous n'acceptez que du dollar. Vous n'acceptez que du dollar, et nous, en échange, on vous quadruple le prix du pétrole. Et ça faisait bien l'affaire des Américains, puisque les Américains avaient du pétrole aussi. Bien sûr. Donc tout le monde a accepté, évidemment, c'était extraordinaire. Les prix du pétrole ont quadruplé, et c'était très bien pour le dollar, parce que, évidemment, quand le pétrole coûte cher, quand le pétrole coûte cher comme ça, tout le monde a besoin de pétrole, et tout le monde a besoin de dollars pour acheter son pétrole. Tout le monde veut du dollar, ça fait monter le cours du dollar, ça a fait remonter le cours du dollar, et donc on a changé d'étalon, on s'est retrouvé avec un étalon pétrole, et c'est ça qui a permis de sauver le dollar. Alors on dit toujours que c'est les pays arabes qui ont déclenché le choc pétrolier. Oui. C'est faux. C'est pas les pays arabes, ce sont les États-Unis qui ont négocié ça avec les pays arabes. On a fait passer ça comme une conséquence de la guerre du Kippour, mais ça n'était absolument, ça n'en était pas une. On sait que la guerre du Kippour aurait pu être arrêtée par les États-Unis avant, et qu'ils ne l'ont pas fait. Ils avaient les informations pour l'arrêter, ils ne l'ont pas fait, probablement à cause de ça, pour que ça serve de prétexte
on a des sources là-dessus. À l'augmentation Oui, oui. des cours du pétrole. Justement, tout à fait. Donc c'est ça qui a sauvé le dollar, mais ça a provoqué une catastrophe mondiale. Ça a provoqué une catastrophe mondiale parce que le coût de fabrication des produits industriels a quadruplé aussi, puisque le prix du pétrole quadruple. Ça a créé une crise mondiale avec du chômage, un taux de chômage qui a augmenté dans tous les pays et qui a touché surtout les pays du Sud. Les pays du Sud qui ont été les plus touchés, ils ont eu énormément de chômage, ils ont dû s'endetter. Alors évidemment, ils se sont endettés en dollars, puisqu'on était toujours dans le système dollar. Le dollar ayant remonté, ils n'ont pas pu rembourser. Donc ces pays se sont retrouvés ruinés. Ne pouvant plus rembourser, ça a provoqué des catastrophes dans le Sahel, parce que ces pays-là qui n'avaient, il y a certains pays où vous n'avez que 3 mois ou 6 mois de bonne saison, et tout le reste qui sont en saison sèche, c'est des pays qui sont obligés d'accaparer de stocker les grains, de stocker tous les produits pendant la bonne saison, pour les avoir en saison sèche. Et bien ces pays-là ont été obligés de vendre tous leurs grains en saison sèche, de vendre tous les grains au moment de la bonne saison, de la saison des pluies, et ils n'avaient plus rien en saison sèche. Ils avaient besoin de vendre ça pour acheter du pétrole. Bien sûr. Ils avaient besoin de pétrole, donc de dollars. Le dollar étant très cher, obligé de vendre tout le stock. Donc plus de stock au moment des saisons sèches, famine dans tout le Sahel. Ça a provoqué des famines dans tout le Sahel. Alors on parle des famines des années 70-80, c'était ça. Oui, c'était ça. Et ça a provoqué donc je vous dis, une crise mondiale. Et alors le plus grave aussi, c'est que ça a enrichi, déjà ça a enrichi la famille Bush, c'était des pétroliers. Qui étaient pétroliers. Ça a enrichi les Ben Laden. C'était aussi, alors l'Arabie Saoudite, des pays comme l'Arabie Saoudite et comme l'Iran, qui ont eu leur PIB qui a quadruplé pratiquement. Donc tous ces pays-là se sont retrouvés enrichis. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet excédent d'argent? Ils ont acheté des armes. Ils ont acheté des armes aux Américains, qu'ils ont payé en dollars, donc ça fait remonter le dollar encore. Donc c'est une espèce de serpent qui se mord la queue. Et puis alors ces gens-là ont payé, c'est ces gens-là qui ont financé le fondamentalisme islamique dans tous les pays, avec le terrorisme et tout ce qui s'ensuit. C'est le nouveau désordre mondial. Tout à fait. Donc, le choc pétrolier, c'est le début du désordre mondial que nous avons actuellement. Tout à fait. Donc tout ça, ce sont ces grands événements qui ont marqué 1973, le pétrole, le financement du fondamentalisme, les exigences du FMI, la victoire des rentiers, vous le disiez, du lobby pétrolier, etc., sur le lobby industriel, pétrodollar, voilà. Alors, on peut aussi se poser la question de savoir si finalement les Américains n'avaient pas pu se replier sur les États-Unis, n'avaient pas pu se replier sur le pétrole. On peut se poser la question de savoir ce qui serait advenu du dollar. Aujourd'hui, on voit que le dollar a toujours sa suprématie. Le dollar tient un coup de canon. Hein. Oui, il tient un coup de canon. Voilà, le dollar tient un coup de canon. Dès qu'il y a un dirigeant qui refuse le dollar, il disparaît dans les mois qui suivent, on va dire. Tout à fait. D'ailleurs, effectivement, on peut s'interroger. On remarque en effet que chaque fois qu'un dirigeant veut s'opposer à l'hégémonie du dollar, on voit qu'il lui arrive des choses, ou qu'il fait cette tentative, hein, il lui arrive des choses. On peut se demander si ce sont des heureuses coïncidences pour les uns, malheureuses coïncidences pour les autres. Mais c'est vrai, vous citiez... Saddam Hussein avait vendait son pétrole en euros. Oui, tout à fait. C'est probablement pour ça que Chirac n'a pas voulu faire la guerre, ni l'Allemagne. Il vendait son pétrole en euros. Absolument. Et DSK DSK qui était président du FMI, avait publié un rapport comme quoi il refusait le FMI allait refuser les transactions en dollars. Voilà. On a vu ce qui est arrivé après. Et on a vu ce qui est arrivé après. En effet. Alors, Marjorie aussi avait dit ça. Oui. Marjorie aussi avait dit qu'il allait refuser qu'il allait vendre son PDG. Marjorie, c'est le PDG de Total. Hein. Il avait dit qu'il allait refuser
qu'il allait vendre son pétrole en euros, lui aussi. Hein. C'était suite à l'amende que les États-Unis avaient donnée à la BNP, de 9 milliards de dollars, vous savez. Et donc, lui aussi, enfin, il est mort dans un regrettable accident d'avion. On peut se poser en effet des questions, voilà. Alors, concernant vous parlez également dans votre ouvrage, mais tout ça bien évidemment est coordonné avec le FMI. En fait, vous expliquez que le FMI est devenu finalement une grande machine à spolier, au travers notamment les politiques d'austérité ou au travers les politiques qu'il impose aux uns et aux autres. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu davantage sur la manière dont vous avez analysé cette situation concernant donc je dirais la spoliation par le FMI, en tout cas les exigences du FMI par rapport à l'austérité. On voit qu'en fait, oui, on a eu le cas en Argentine. Bon, le FMI c'est surtout le FMI, c'est pour imposer aux pays en difficulté un dictat, en fait. C'est devenu un instrument de spoliation. Au départ, c'était quelque chose qui... Il faut voir d'où ça remonte. Le FMI, ça a été créé en même temps que Bretton Woods. Tout à fait. C'est 1945. Et le rôle officiel du FMI, c'était d'assainir l'économie mondiale. C'est-à-dire d'aider, entre guillemets, les pays en difficulté à se redresser. Bon, on aidait les pays en difficulté à se redresser, tous sauf les États-Unis, bien évidemment. Il n'était pas question d'aider les États-Unis. Pourtant, ils sont en grande difficulté en ce moment, apparemment. Mais on va surtout pas les aider. C'est pas le FMI qui va leur demander de faire du libéralisme, par exemple. Parce que les États-Unis, il ne faut pas oublier qu'il y a une enquête de la banque Rothschild qui a montré que les États-Unis sont le pays le plus protectionniste du monde. Ça, c'était avant notre ami Donald Trump. Avant Donald Trump, oui. Alors, déjà le pays le plus protectionniste du monde. Hein. C'est eux qui prônent le libéralisme dans tous les autres pays. Bon. Eh bien, non, le FMI, en réalité, a servi à faire... C'est devenu surtout un instrument de spoliation, c'est-à-dire qu'on privatise. Les pays qui ont des difficultés, on les oblige à privatiser. Bon, ben... Tout leur appareil d'État est privatisé, ils perdent toutes leurs ressources minières, pétrolières et compagnie. Ils se font plumer, quoi. Ils se font plumer. En plus, on les oblige à pratiquer des politiques d'austérité. On les oblige à accepter le libéralisme. Évidemment, on en parlait tout à l'heure, le libéralisme, c'est un instrument de spoliation aussi. Bien sûr. Et bien sûr, parce qu'on vous impose, on vous oblige à acheter des marchandises que vous pouvez fabriquer chez vous, que vous allez arrêter de fabriquer parce qu'on vous les vend un petit peu moins cher. Et donc, même pas forcément moins cher, hein, mais quand on vous les vend, vous les avez plus rapidement. Enfin, on s'arrange pour que vous les achetiez, hein, avec de la propagande. Et donc, voilà, le libéralisme, c'est aussi un instrument de spoliation qui est utilisé par les pays dominants. Tout à fait. Je ne connais aucun pays qui se soit enrichi avec le libéralisme. Ça n'a jamais enrichi personne. Tous les pays, là on parlait de protectionnisme tout à l'heure, c'est le protectionnisme qui a enrichi les pays. Les États-Unis se sont enrichis avec le protectionnisme. Ils ont pratiqué le protectionnisme jusqu'en 1940. Le libéralisme, c'est un instrument de prédation qui est utilisé par le pays dominant pour imposer son commerce aux pays dominés. Alors évidemment, l'Europe l'accepte. Je ne sais pas pourquoi, c'est parce que nos dirigeants, on a perdu notre souveraineté, c'est pour ça qu'on l'accepte. On ne devrait pas l'accepter, parce qu'on est le seul continent à l'accepter, le libéralisme. Les Chinois sont protectionnistes, les Russes aussi, les États-Unis aussi. On est les seuls. On est les seuls. L'Allemagne s'est enrichie par le protectionnisme, hein, l'Allemagne de Bismarck. La France aussi, on a vu avec l'époque napoléonienne, hein, c'était la période la plus riche de notre histoire, le protectionnisme. Les Anglais aussi. Les Anglais, l'Angleterre de la reine Victoria, l'enrichissement de l'Angleterre s'est fait sous le couvert du protectionnisme. Ils imposaient le libéralisme aux autres, mais eux-mêmes étaient protectionnistes. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et on a des preuves de ça. Oui, tout à fait. Donc il est clair que le libéralisme tire vers le bas.
Alors, si on remonte un petit peu à l'historique de l'histoire de l'Europe, vous évoquez aussi dans votre ouvrage Jean Monnet et Robert Schuman. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle joué par ces deux personnages, Jean Monnet et Robert Schuman? Voilà, alors Jean Monnet et Robert Schuman, ce sont eux qui ont signé le traité de Rome. Le traité de Rome, c'était le premier traité de libre-échange en Europe. C'est un des premiers traités européens importants, où on a instauré le premier traité de libre-échange en Europe. C'est un traité donc, qui a été signé par Jean Monnet et Robert Schuman, mais il se trouve qu'en septembre 2000, dans le Daily Telegraph, c'est un journal anglais, alors le Daily Telegraph c'est un très grand journal anglais, c'est l'équivalent du Monde en France, donc c'est vraiment c'est du sérieux. Et bien, le Daily Telegraph du 19 septembre 2000, vous trouvez un article d'Ambrose Pritchard, qui dit que Jean Monnet et Robert Schuman, ainsi que tous les autres cadres de l'Europe, étaient des agents financés par la Fondation Ford, par la Fondation Rockefeller, et qu'ils étaient au service de la CIA. Ils faisaient partie d'un think tank et qui était dirigé par un agent de la CIA. Donc c'était, on ne va pas dire que c'était des agents de la CIA, mais ils étaient rémunérés par les institutions américaines. Tout à fait. On pourrait citer aussi Joseph Ratzinger, Henri Spaak. Hein, donc l'Europe n'est pas un concept français du tout. Tout à fait. Absolument pas. Absolument pas. Pas l'Europe telle qu'elle a été faite à l'époque de Jean Monnet. Absolument pas. Tout à fait. C'est d'ailleurs là où je voulais en venir, c'est que on peut se poser la question de savoir finalement si outre-Atlantique on a bien manœuvré depuis la dernière guerre mondiale pour finalement enfermer l'Europe dans le labyrinthe dans lequel on est aujourd'hui, parce que on voit où cette politique a conduit les pays de la zone euro notamment, hein, et l'Europe en général. Oui, tout à fait. Hein, donc on peut se poser la question et probablement dire que oui, ça a bien été réfléchi, bien pensé. Oui, malheureusement il est trop tard. Oui, parce que l'autre question qui était sous-jacente, c'est de dire pourquoi nos politiques se sont laissés enfermer dans cette situation. Alors ils ont perdu, en fait vous aviez déjà... Je pense que la plus grave erreur, c'est celle de Mitterrand, qui a accepté l'acte unique européen. Mais ça a été un chantage, ça a été un coup d'État. Je pense qu'ils n'ont pas eu le choix et c'était une période de crise. Il y avait le choc pétrolier. Ils ont eu peur d'aggraver le chômage, je pense. Je ne vois pas d'autres explications. C'était un coup de force. Ouais, c'était un coup. Et après, quand il y a eu Maastricht, alors Maastricht c'est différent parce que Mitterrand a fait accepter Maastricht parce qu'il espérait tenir l'Allemagne. C'était l'époque de la réunification allemande et Mitterrand avait très peur de la réunification. Il avait peur que l'Allemagne devienne la grande puissance qu'elle est actuellement. Et en cherchant à l'éviter, ben, c'est ce qu'il a obtenu. Il a eu tout faux. Il a pensé qu'en créant l'euro, eh bien, il allait tenir l'Allemagne, empêcher l'Allemagne de progresser, d'obliger l'Allemagne à avoir une économie parallèle à celle de la France, ce qui n'a absolument pas du tout été le cas, puisque la Banque européenne a été installée à Francfort, en Allemagne, et tout a été calculé en fonction des Allemands. L'euro a été calculé en faveur des Allemands. Ça a été un marque, un Deutschmark. En fait, on est tous rentrés dans la zone marque. Les pays d'Europe sont rentrés dans la zone marque, et avec une obligation d'avoir un taux d'inflation très faible, donc une monnaie très forte. Donc peu d'exportation, on voit bien que tous les pays d'Europe n'arrivent plus à exporter parce que l'euro est trop fort. Mais ça ne gêne pas, curieusement, ça ne gêne pas l'Allemagne parce que l'Allemagne a une industrie qui est de très haute qualité, qui est très de luxe, on va dire. Hein. Nous aussi, nos produits de luxe se vendent bien aussi, mais bon, on n'a pas que des produits de luxe, on a des voitures à vendre aussi. Et ça, on a du mal, on a beaucoup de mal. Et donc, voilà, c'est ça qui désindustrialise les pays, mais ce n'est pas que l'euro, hein, c'est aussi le protectionnisme, c'est aussi le libéralisme. Bien sûr. Il y a les deux. Oui. Moi, je pense que le libéralisme joue plus que l'euro, mais je ne suis pas économiste. Oui, c'est difficile de faire la part des choses et d'attribuer à l'euro ou au libéralisme la part des difficultés que nous connaissons aujourd'hui. Mais c'est sûr que le fait de ne plus pouvoir ajuster sa monnaie, ça pose problème. Et le fait d'être dans l'ultralibéralisme, ça pose également un problème très important.
Il y a peut-être l'émission touche bientôt à sa fin, je pense. Il y a peut-être un point que je voudrais également aborder. Il y a beaucoup de sujets que nous pourrions aborder sur votre ouvrage qui est très très riche. En fait, c'est l'isolement de la Russie. L'axe franco-russe ou l'isolement de la Russie, ça je pense que c'est un sujet très important sur lequel je réfléchis également depuis un petit moment. Comment vous voyez je dirais la politique par rapport à la Russie Alors écoutez, la politique par rapport à la Russie, si vous voulez comprendre, il faut lire 3 ouvrages. Il y a 2 ouvrages d'Anthony Sutton, qui est un historien anglais, vous le connaissez? Oui. Bon, il faut le lire. Alors, je recommande à tous les étudiants de lire Anthony Sutton. Si vous lisez Anthony Sutton, vous allez tout comprendre. Anthony Sutton a prouvé que c'était les États-Unis qui avaient financé le communisme, le bolchevisme à l'époque, en 1917, et que c'était les États-Unis qui avaient financé le nazisme aussi. Il a donné les preuves, il apporte toutes les preuves. Il faut lire ses livres. Et il faut lire aussi un autre livre, un 3e livre, c'est le livre de Brzezinski. Brzezinski, déjà il faut prononcer le mot, c'est pas facile. C'est le conseiller d'Obama. C'est le conseiller en politique étrangère d'Obama. Il a été le conseiller de Carter. Et lui, il explique la stratégie américaine qui consiste à isoler la Russie de l'Europe. Pour dominer le monde, les États-Unis ont besoin d'éloigner la Russie de l'Europe. C'est une condition indispensable. Et il explique tout ça dans son livre. Il explique que la communauté européenne sert en fait à isoler la Russie. C'est un concept américain, ça sert à isoler la Russie. Et pas autre chose, hein, c'est la politique étrangère, c'est de la géopolitique en fait. Et donc, les États-Unis ont besoin d'une alliance avec l'Europe pour isoler la Russie et pour dominer le monde. C'est la géostratégie américaine, et c'est une géostratégie qui existe depuis 1904. C'est pas d'hier. Hein, les premiers écrits de cette stratégie ont été faits en 1904. Mais à mon avis, c'est une stratégie qui existe depuis très longtemps avant. Hein. Elle a été pratiquée par les Anglais avant, ça n'a pas été écrit, mais ça a été pratiqué. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, Monsieur Douat, je vous remercie beaucoup. Merci, je pense que votre ouvrage nécessitera probablement plusieurs émissions, parce que c'est tellement riche d'informations que vous avez vérifié avec des documents, vous êtes procuré des documents d'ailleurs dont une partie est en fin d'ouvrage. Alors on peut peut-être... Ils y sont tous. Ils sont tous. Enfin non, ils sont tous cités, vous pouvez retrouver, il y en a beaucoup. C'est ça, oui. Il y en a beaucoup qu'on peut retrouver sur Internet, ceux qui sont anciens, qui sont plus sous droit d'auteur. Et certains ouvrages qui sont introuvables sont photocopiés en fin d'ouvrage, et on peut les consulter. D'accord. Peut-être un dernier mot pour dire à nos auditeurs où on peut se procurer votre ouvrage? Dans les librairies. Dans certains autres, sur Amazon et dans les librairies, essentiellement. D'accord. À Cayenne. D'accord. Et bien, Monsieur Douat, merci beaucoup. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis et restez-nous fidèles à mercredi prochain. Au revoir. Au revoir.